Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le jeudi 19 novembre. Nous serons ensemble avec les rubriques habituelles donc du jeudi matin, commencé par Rahim Abdelaziz, qui va nous emmener du côté de Tarf, découvrir un site archéologique qui n'est pas des moindres, en tout cas très intéressant à voir. Vous allez découvrir ce site archéologique qui a abrité des Romains et surtout des termes très anciens. Nous allons dans la région de Sidi Trad découvrir ces vestiges romains. Et puis on aura également à parler santé également, revenir sur cette pandémie mondiale et comment on peut appréhender le Covid ici en Algérie avec bien sûr cette hausse qui fait peur en ce moment. Il y a donc des difficultés respiratoires au niveau donc des hôpitaux, il y a un flux énorme au niveau des hôpitaux. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec professeur Douagui qui sera notre invité, lui qui est spécialiste donc en maladies respiratoires. Nous aurons également à parler donc de cette opération de reboisement qui va se dérouler sur tout le territoire national. Nous aurons à cet effet la chef de bureau de la Direction Générale des Forêts qui viendra nous parler de cette opération. Et on terminera avec un bel hommage, en tout cas, rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé dans le métier donc, du cinéma, et en particulier une personne qui nous a malheureusement donc, quitté trop tôt. Il s'agit de Mohamed Wadah qui était directeur photo à la télévision algérienne. Il a donc travaillé énormément dans le cinéma. Nous allons en parler avec aussi un autre enfant de la télé. Il s'agit donc de Abdelrahman Lataïssa qui sera parmi nous pour nous en parler. Et on n'oublie pas que notre émission est donc accompagnée, sera donc du début jusqu'à la fin accompagnée par notre sponsor officiel, Coral Peinture. Voilà. On va tout de suite céder la parole à notre ami Amel Haribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, Amel Haribi, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Votre dernier jour aujourd'hui. Oui. Ça y est, le repos, le week-end arrive. Un week-end pluvieux. Un week-end pluvieux. Ah oui, bon, on va c'est voir une bonne donc, nouvelle. et voilà, de bonnes nouvelles, c'est très D'où bien. le sourire. Très bien, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas en ce début de matinée sur l'ouest. Également les côtes centre, puis le ciel restera dégagé sur l'ouest, mais dégagé à peu nuageux sur les régions centre. Quelques pluies prévues par contre vers l'extrême est, sur les hauts plateaux également et les Aurès, la moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec des soulèvements de sable sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud. Et aussi à noter les nuages qui vont devenir de plus en plus denses, mais en soirée, vers le centre-est et est du pays, qui peuvent occasionner quelques pluies durant la nuit. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt fraîches vers l'intérieur et Météo Algérie a prévu un minimum de 15 degrés du côté d'Al-Bayad, également Djelfa, 17 à Tiaret, Batna, 19 Constantine, 22 degrés Alger, 21 Tizi Ouzou, 23 à Oran, 24 à Tlemcen, également Biskra, 22 Gardaïa, 21 à Béchar, 23 Ilizi, 25 degrés Tamanrasset à Janet, également Adrar Salah, 27 à Tindouf et 30 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest, également les côtes est, mais plutôt calme sur les côtes centre, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre, 20 à 40 sur les côtes ouest de secteur nord-est et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. On termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, jeudi 19 novembre. Le soleil se couchera vers 17h36 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, de retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Amel Haribi. C'est moi qui vous remercie. Vous voulez aller encore un peu plus loin dans un autre continent? Je pensais qu'il y avait un c'était pas continent, fini. mais... Hein. Oui, mais ça c'est pour 19h. Très bien, on vous écoutera bien sûr avec grand plaisir, juste après les journaux télévisés de midi et 19h. En attendant, on vous dit bonne journée. Merci Amel, bonne journée. Bon repos pour ce week-end. Merci, c'est Allez, gentil. on vous laisse repartir avec une belle musique, une belle chanson. Avec plaisir. C'est le groupe Caméléon, il nous manque en ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un beau titre et surtout un tube en fait, parce que eux au départ, ça a toujours été des tubes. Alors ils chantent Win Yimshi Zin Temshi Rima.
وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونه تخدم مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونه حورت العين مديلت الجفار في النهار رسوم شفايف وما حنو بصوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونه تخدم مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونه حورت العين مدبيلت الجبار في النهار مرسوم شفايف وما حلو وبصوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليله نهار في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليله وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, nous allons l'accueillir comme il se doit, comme chaque jeudi. Nous avons le plaisir de recevoir Rahim Abdelaziz pour donc sa rubrique Vestiges et patrimoine, à travers donc tous les reportages qu'il nous présente. On voyage à travers notre beau pays, à travers aussi des découvertes. Cette fois-ci, on va rester dans le domaine de l'archéologie. Bonjour Rahim. Bonjour Amen. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, vous vous protégez avec bien sûr votre bavette, vous l'enlevez à la dernière minute. On respecte strictement les consignes concernant les problèmes causés par la pandémie. Exactement. Alors on va parler donc de ce site archéologique qui est un des plus importants sites, surtout que les fouilles ils sont aussi importantes. Il faut justement. Elles n'ont pas encore commencé. Elles ne sont pas encore opérationnelles. Mais il est nécessaire de pouvoir le site en question est livré à lui-même. C'est dommage. Et au phénomène de la dégradation causée par les pilleurs et les chercheurs. On va le voir d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure. Il s'agit d'une zone, la zone de Zitouna, qui est au sud-ouest de Tarf. C'est une zone qui fait partie du massif montagneux de la Mejarda. C'est une chaîne qui concerne aussi bien l'Algérie que la Tunisie, voilà. du moins le nord de la Tunisie. Et les Romains n'ont pas choisi cet endroit fortuitement. C'est un gisement très important. Donc il y a donc de l'eau qui jaillit, c'est de l'eau chaude qui jaillit. Ils en ont fait des bassins et des thermes. La région de Zitouna et en général celle de Tarf, elle est reliée naturellement, si on prend en compte la géographie, elle est liée à l'ancien Carthage et à Hipporégius, à Naba ou Hippone plus tard. C'est des anciennes cités, établissements humains qui ont couvé des civilisations, celle de Numidie. Et Zitouna fait partie de cet axe reliant ces
ces berceaux de civilisationnels. Oui. Carthage, elle est née sous les décombres de la civilisation numide. Elle est née en 857 avant Jésus-Christ, où à la même période, Annaba, Hipporégus, elle a apparu au jour avant Carthago, avant Carthage. C'est-à-dire que c'était le moteur en Numidie ancienne, du temps punique. Et les Romains, la colonisation romaine a concerné justement, elle est née en Numidie, sous les décombres des anciennes cités numides, gouvernées par nos aïeux, les Massilies, dont on ne connaît que Massinissa et Jugurtha, alors que Slazen et Gaïa, c'était leur ville, leur cité de villégiature, Annaba, par rapport à Kirta, c'est Sirta. Si on devait faire la reconstitution, ça aurait été une magnifique histoire aussi à raconter aujourd'hui à cette jeune génération. À travers l'archéologie. Bah oui, c'est ce que vous faites. C'est palpable. Les outils archéologiques. C'était une cité très riche en grès. Donc il y avait donc du grès qui était très présent. Donc on va le voir. Les massifs géologiquement parlant, les massifs de l'Edour et ceux de la Mejarda, ils sont constitués essentiellement, comme on l'appelle, le grès de Numidie. C'est ça. Le grès, c'est une roche friable qui était modelable et facile à travailler par les tailleurs de pierre. Très bien. On va voir tout cela en images, puisque vous nous avez ramené donc cette région donc archéologique. On va aller dans cette région, donc ça s'appelle Sidi Trad, du côté donc de la Zitouna à Taraf. On se retrouve juste après. Le site de Ben Sghir en rejoint celui de Sidi Trad dans la commune de Zitouna. Il s'agit d'un site qui s'étale sur de nombreux hectares. C'est en compagnie des archéologues de la direction de la culture de Taraf qu'on sillonne le site romain de Sidi Trad. Le site est implanté dans une zone montagneuse au relief accidenté et où domine le grès de Numidie. De nombreux blocs de grès envahissent de vastes espaces. Ces blocs sont de bonne maçonnerie et semblent avoir appartenu à d'importants édifices romains. الموقع الأثري سيدي تراد أو ما يطلق عليه السكان المحليين بالقصير متواجد على بعد 17 كيلومتر من بلدية الزيتونة. هذا الموقع مجرود لدى مديرية الثقافة وهو نموذج من نماذج القرى الفلاحية في الفترة الرومانية، مبني بالحجارة الصخرية الجبلية المحلية بطريقة أوبيس أفريكانيس، وهي بناء المختلط التي اعتمدته الحضارة الرومانية في شمال إفريقيا. يحيط بالموقع الأثري سيدي تراد معاصة زيتية، وهذا دلالة على تواجد وإنتاج زيت الزيتون في المنطقة. La conception du site de Sidi Trad s'est essentiellement appuyée sur l'utilisation de grands blocs de grès dans la construction de l'ensemble des édifices. La muraille a également été érigée à l'aide de grands blocs de grès bien agencés. نظرا لبعده على السكان المحليين يتعرض هذا الموقع لعمليات الحفر أو النهب بغية الحصول على الكنوز كما يقال. Isolé des hameaux avoisinants, le site de Sidi Trad est livré à lui-même. Ce même site demeure sans surveillance. Le site d'El Qsir de Sidi Trad a fait l'objet de fouilles sauvages. Il a été soumis à un vandalisme à grande échelle par des chercheurs de trésors. Les dégâts sont flagrants et concernent surtout cette partie orientale du site de Sidi Trad.
يوجد بالقرب من موقع سيدة راد أو القصير حمام روماني كان مستغلا في تلك الفترة، وحول الآن إلى حمام معروف لدى سكان المنطقة بحمام سيدة راد. هذا الحمام تحاليل تاع المياه نتاعو أثبتت أنها تداوي أمراض جلدية وأمراض سطحية. À quelques encablures du site d'Al Qsir apparaissent les thermes romains de Sidi Trad. Cette source thermale est due à l'existence d'un important geyser. Il s'agit d'eau thermale aux grandes vertus médicinales. Les thermes romains de Sidi Trad comportent deux principaux bassins qu'alimentent en eau chaude des geysers. موقع سيدي تراد هو موقع لمزرعة رومانية بها معاصر، بها أشجار زيت الزيتون متواجدة بها. هو موقع يعتبر منسي في مجمله، يعني نلاحظ هذا من الحجارة المتناثرة هنا وهناك، بالإضافة إلى وجود تخريب المنطقة. يجب أن نقوم بحفريات. الحفريات هذه الحفريات يجب أن تكون دراسة معمقة ودقيقة لمعرفة التاريخ وماذا كانت، وممكن هنا نكتشف مدينة تحت الأرض، يعني لأنها مساحة شاسعة. هناك قطع أثرية يعني هنا وهناك على مساحة ممكن حتى 20 هكتار ولا حاجة. Les massifs montagneux de Taraf recèlent un riche patrimoine archéologique. De retour sur le plateau, vous avez pu voir donc ces sites magnifiques et surtout ce bassin, comme on l'avait dit, un bassin qui donne envie d'aller le visiter. Et ils avaient de la chance, ces Romains, de pouvoir en profiter. C'était légitime. Ouais. Comme on l'a signalé, avant les Romains, il y avait l'île humide. Oui. C'était un site numide avant qu'il ne soit transformé en ferme, ferme et forteresse romaine. Et vous y avez plongé quand vous étiez allé faire le reportage? Après le travail, bien sûr. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Vous avez donc profité. Il s'agit bel et bien d'eau issue d'un geyser souterrain. C'est de l'eau chaude, c'est de l'eau gazeuse hyper chaude, parce qu'elles ne sont pas recyclées en termes de à travers des canalisations pour le refroidissement. Pour refroidissement, justement. Voilà. Et il faut supporter. Oui. Et ça serait intéressant parce que vous dites, c'est vrai qu'on a pu voir, il y avait le site donc Sidi El Qsir qui est donc dégradé malheureusement. Il a subi donc des vandales. Ils ont essayé de trouver peut-être des objets. Sidi El Qsir, étymologiquement parlant, il y a au mot Qsar. Qsar qui veut dire château. Ça veut dire qu'il s'agit bel et bien d'un site assimilable à un petit château. Et donc, les gens, peut-être, pensaient trouver des trésors où les ruines s'étalent à perte de vue et concernent plus que 20 hectares. Et ils sont engloutis par la forêt. La forêt et ses maquis méditerranéens qui sont loin d'être jardinés. Il s'agit bel et bien de chênes-lièges, d'oliveraies et des friches. La plupart des édifices sont engloutis par cette forêt, cette végétation. Donc, d'où la nécessité de fouilles archéologiques qui tardent à venir. Le Qsir ou Sidi Trad constitue un site qui est loin de bénéficier d'une quelconque protection. Voilà. Et donc, il a été vulnérabilisé par des fouilles sauvages. Exactement. Et c'est dommage. Mais bon, là, vous avez été en mois de septembre, donc c'est tout à fait récent. La direction donc, de la culture de Taraf s'y intéresse de plus près. Donc, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus donc, de fouilles et prendre en charge ce site pour pouvoir donc, déceler encore plus de secrets.
peut-être que sous terre, il y a encore toute une ville. Il y a toute une gamme d'édifices importants les uns que les autres qui restent enfouis et prisonniers des amas de terre, vu que cette région montagneuse est soumise à une importante érosion à la fois hydrique qu'éolienne. Et donc, les sols sont vulnérables. Et il faut bien sûr que les spécialistes, on a beaucoup de jeunes archéologues et surtout d'étudiants qui se feraient un plaisir de trouver des sites comme ça à fouiller en Algérie, c'est assez fréquent, on va dire. L'Aqsar constitue l'un des maillons les plus importants en termes archéologiques. Tarf, en tant que wilaya, dispose bel et bien de plus de 365 sites archéologiques liés à différentes périodes de l'histoire de l'homme. On le voit bien. Du néolithique, comme on l'a vu l'autre fois à Chefia, et puis on est revenu sur un édifice romain qui retrace la colonisation romaine. C'est ça. De cette région. Et vous l'avez très bien montré dans le reportage. Vous avez dit que comme il y avait eu plusieurs civilisations, les blocs de grès ont été réutilisés pour en faire des forteresses. Plus tard, par les Byzantins. Le retour des Byzantins a quand même eu des répercussions directes sur la configuration des sites romains. C'est ça. Puisque ils sont revenus pour recoloniser l'Afrique du Nord, en chassant bien sûr les Vandales. Et d'où des sites civils, ils ont subi des transformations pour leur donner un aspect militaire, car défensif. Une forteresse. D'où l'édification de cette forteresse. On a vu, les pierres de taille de bonne maçonnerie ont été réutilisées pour constituer des forteresses. Exactement. C'est un très beau site que vous nous avez fait découvrir. On aura l'occasion de découvrir l'intégralité de ce documentaire à partir donc de vendredi prochain. Pas demain, vendredi prochain à partir donc de 19h30 sur Canal Algérie. Vous verrez donc toute l'intégralité donc de votre travail, bien sûr. On va aller au fond des choses à travers une série de documentaires consacrés à la région, à l'archéologie de Tarf. C'est ça. Depuis le néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Et voilà. Et pour Bonjour d'Algérie, en exclusivité, on a eu ce premier reportage, un extrait de ce documentaire. Avant même le JT. Ouais. Merci beaucoup pour cette confiance et on vous dit bon courage. La lecture du commentaire a été faite par notre ami Sami Alloun. Aussi, on le salue. Voilà. Qui est un narrateur en devenir. En devenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rahim. À la semaine prochaine. On continue, on va parler santé à présent. Mais avant, je vous invite tout de suite à suivre ce spot pour essayer donc de prendre en considération toutes les mesures barrières et surtout les mesures de prévention qui ont été donc à chaque fois rappelées par les médias. Regardez ce spot, on se retrouve juste après. Comment lutter face au virus? Tout d'abord, respecter une distance avec les autres d'au moins 1 mètre. Pourquoi? Il ne faut pas propager le virus en évitant les contacts directs, une contamination en respirant ou par des gouttelettes. Il faut aussi appliquer les 4 gestes barrières. Tout d'abord, se laver régulièrement les mains avec du savon en comptant jusque 30. Le savon, l'eau et les frottements cassent l'enveloppe du virus et le décomposent en tout petits morceaux inoffensifs. Tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir. L'éternuement et la toux projettent des gouttelettes dans l'air et peuvent contaminer des personnes ou des objets. Le coude permet de stopper la projection dans l'air et limite le risque de contamination, car contrairement à la main, c'est une partie du corps plus rarement en contact avec des personnes ou des objets. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jeter. Puis, se laver les mains.
Le mouchoir est contaminé, il va survivre pendant un certain temps. Il ne faut pas le conserver dans une poche ou le mettre sur une table. Il faut le jeter pour qu'il emporte avec lui tous les microbes. Et enfin, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Il faut une distance d'1 mètre entre les personnes et ne pas avoir de contact. Nous venons de voir qu'il faut respecter une distance d'1 mètre avec les autres et appliquer les gestes barrières. Maintenant, testons. Tu vas voir 2 gestes. Quel est le bon geste? Il faut éviter le contact du virus avec ses mains. Il faut donc tousser dans son coude. On continue. 2e question. Quel est le bon geste? Il faut une distance d'1 mètre entre les personnes. Pourquoi et comment se lave-t-on les mains? Le savon, l'eau et les frottements cassent l'enveloppe du virus et le décomposent en tout petits morceaux inoffensifs. Es-tu capable de redonner les 4 gestes barrières? Tout d'abord, se laver régulièrement les mains avec du savon, tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Et enfin, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Voilà, nous en sommes encore ici à ces gestes barrières, ces gestes aussi de protection. Nous en parlons tous les jours, nous le rappelons à travers les médias, les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on peut, en tout cas médiatiser, sensibiliser la population. Nous le faisons à travers bien sûr différents canaux. Ça se passe comme ça à travers le monde entier. Bien, monsieur, donc le professeur Douagui, Habib Douagui est parmi nous. D'ailleurs, on le remercie. Bonjour, professeur, madame. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Depuis le début donc, de ce confinement, dès le départ du confinement, vous étiez avec nous, bien que c'était très difficile. Vous étiez là au premier jour. Nous sommes au front. Voilà, vous étiez au front, vous étiez avec nous pour essayer donc de rassurer la population, répondre à certaines interrogations que peuvent se poser les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent. Alors, je rappelle toujours que vous êtes donc le professeur en pneumo-allergologie au CHU de Mnemsous, président de la Société africaine d'allergologie. C'est cela, et vous êtes là pour nous parler donc de cette pandémie et surtout rassurer peut-être un peu plus la population. Absolument. Aujourd'hui, on est un petit peu affolé. Les chiffres nous font de plus en plus peur. On était à 300, 400, etc. Ça allait, les gens n'avaient pas... Et encore. Et là, on est arrivé à 1038 cas aujourd'hui enregistrés. Alors, je suis là pour, bien entendu, sensibiliser la population, mais surtout informer de façon scientifique et dédramatiser la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est la peur qui gagne les populations, et la peur et l'angoisse et le stress ne sont jamais de bons conseillers. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout d'abord d'une maladie qui s'appelle le Covid, et je voudrais dire 2 ou 3 petites choses pour resituer la problématique au niveau international et au niveau national. C'est 50 millions de cas dans le monde et 1 350 000 décès dans le monde. Alors je voudrais rappeler que dans le monde aussi, cette année, nous avons eu 10 millions de cas de tuberculose et 1 300 000 cas de décès pour la tuberculose. Ça n'émeut pas le monde occidental. Voilà. Pour autant. Pour autant. Je pense que les médias ont joué un rôle justement... un rôle extraordinaire, et je vais en parler un petit peu. De la même façon, nous avons dans le monde chaque année 1 350 000 morts par accident de circulation, dont 90% dans les pays en développement. Le monde occidental n'est pas ému par cette situation. Alors, le Covid est une pandémie, elle touche notre pays, nous avons 70 000 cas et 2200 décès. C'est 2200 décès de trop.
J'insiste là-dessus. À titre de comparaison, nous avons aussi chaque année en Algérie 4000 décès par accident de circulation. Je veux dire par là qu'il faut absolument recentrer la situation. Le Covid est en plus une maladie sociale et des conséquences... Transmissibles. Et surtout des retentissements et des conséquences économiques dramatiques et sociales dramatiques. Tout à fait. Je voudrais surtout dire que sur ces 70 000 cas de Covid-19 en Algérie, 85% sont des formes modérées et bénignes. J'insiste beaucoup là-dessus, 85% sont des formes modérées et bénignes qui vont guérir spontanément ou sous traitement symptomatique. Tout à fait. On l'avait constaté en tout début de cette pandémie. Vous le constatez autour de vous. Voilà, en Algérie, par exemple, l'apparition bien sûr de ce virus a fait peur, a fait trembler les gens. Tout le monde en avait peur. C'était presque comme la peste. Tout le monde fuyait cette pandémie, cette épidémie à travers donc les familles, les personnes, les amis, etc. Aujourd'hui, on vit avec, on l'a compris. On en a un peu moins peur. Ça dépend. Il faut vivre avec le Covid. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus dans notre entourage, ça se rapproche. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler de personnes qui ont eu le Covid sans sortie. La deuxième chose que je voudrais dire et qui semble échapper à un bon nombre d'observateurs, c'est que nous ne sommes plus en face du Covid au mois de novembre. Nous avons d'une part le Covid-19, mais nous avons aussi la grippe saisonnière. Tout à fait. Et la symptomatologie du Covid-19 et de la grippe saisonnière, c'est exactement la même chose. Vous avez de la température, vous avez des maux de tête, vous êtes fatigué, vous avez des courbatures, etc., etc. Aujourd'hui, pour un médecin qui soit spécialiste ou généraliste, avoir en face de lui un Covid-19 ou une grippe saisonnière, il est incapable d'en faire le diagnostic s'il ne fait pas le test au PCR. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation à laquelle nous assistons aujourd'hui, elle est le fait de la pandémie qui est là, mais également de l'augmentation des cas de la grippe saisonnière. Donc, ça, c'est un élément fondamental de dédramatisation. En plus que justement le vaccin aujourd'hui donc grippal porte 4 souches, c'est cela? C'est un vaccin tétravalent, c'est-à-dire qu'il comporte 2 souches A et 2 souches B. Il a été ajouté une souche B par rapport à l'année dernière. Et vous me donnez l'occasion de profiter de donner un message très important, ce qui est celui que le personnel soignant, tout le personnel soignant, doit se faire vacciner, ainsi que toutes les personnes qui sont des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont des pathologies chroniques à type de diabète, d'hypertension, de maladies auto-immunes, de cancer, etc., d'asthme, de bronchite chronique. Toutes ces populations vulnérables de plus de 65 ans doivent se vacciner. Et la troisième population, ce sont les femmes enceintes. Les femmes enceintes sont en danger à cause du Covid-19 et également à cause de la grippe saisonnière. Il y a tout de même une problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inoculer un vaccin, donc un virus finalement, chez une personne atténuée. Un virus atténué. Tout à fait. Mais il y a quand même quelques effets, peut-être? Aucun. Non, il ne faut pas inquiéter la population. Il y a plus de gains à se faire vacciner, surtout quand vous êtes confronté à 2 pathologies. Vous avez le Covid-19 d'une part, et vous avez la grippe saisonnière. Alors, quand vous n'êtes pas vacciné contre la grippe, vous êtes potentiellement susceptible de contacter à la fois le Covid et la grippe saisonnière. Donc, autant se protéger déjà contre la grippe saisonnière, de telle manière à pouvoir affronter éventuellement le Covid-19. Dans le cas où la personne qui voudrait se faire vacciner aurait le Covid sans en avoir encore les symptômes, alors comment donc avoir un vaccin supplémentaire? Aucun problème, c'est-à-dire que... Alors, je voudrais aussi insister sur un point fondamental. Quand on nous dit qu'il y a 7000 cas de Covid, c'est 1000 cas de Covid actuellement. Ces 1000 cas de Covid, ce sont des tests qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on a des tests au PCR positifs. Et l'OMS, c'est la définition qu'elle donne. Un vrai cas de Covid, madame, c'est qu'un malade qui a une symptomatologie, c'est-à-dire qui a de la fièvre, qui est fatigué, qui a des céphalées, qui a toute la symptomatologie, plus un test PCR positif, plus des images radiologiques au scanner. C'est ça un cas
de Covid-19 pour lequel on doit s'inquiéter. D'accord. Quand vous avez une sérologie positive ou vous avez simplement un test PCR positif alors que vous êtes asymptomatique, que vous n'avez aucun signe, c'est un cas de Covid, mais ce n'est pas un cas de Covid qui nécessite une stratégie, qui inquiète, qui est un cas grave, etc. Donc c'est ça qui est important à savoir. Très bien. Alors il y a un autre cas où, comme vous le savez, tout le monde est confiné, donc les personnes sont fragilisées, ne sortent pas de chez eux, ils sont confinés, ils sont immunodépressifs quelque part. Donc est-ce que ça, en faisant le vaccin, ça ne va pas fragiliser? Pas du tout. Alors vous avez raison, le Covid-19 est un élément qui a entraîné dans la population un stress supplémentaire. Un stress de divers ordres. Oui. C'était d'abord un stress par les réseaux sociaux, par les télévisions, qui oublient de dire que dans le Covid-19, dans les 50 millions de cas, 85% sont des formes bénignes et modérées. Oui. Que dans les 70 000 cas en Algérie, 85% sont des cas modérés. Et donc les gens voient cette augmentation de cas, mais ils ne évaluent pas ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Un malade, un citoyen qui ne sait pas qu'il y a le Covid, qui est asymptomatique, peut se faire vacciner sans aucun problème contre la grippe saisonnière. Un malade qui est en phase de Covid symptomatique, qui a des signes ou qui est en convalescence, doit pouvoir attendre la convalescence de 14 jours à 3 semaines pour se faire vacciner. Mais il doit se faire vacciner. D'accord. Vous avez parlé donc de ce pourcentage donc, de Covid qui peut bien sûr passer le cap et s'en sortir bien sûr quand c'est bien pris en charge. Dans la très grande majorité. Dans la très grande majorité. Il reste les 15% qui doivent être pris en charge au niveau des hôpitaux et là c'est un peu plus dramatique on va dire. Alors je vais dire quelques vérités également. La première vérité c'est que nous sommes au mois de novembre. Oui. Et au mois de mars nous savions qu'il y avait, avec les enquêtes chinoises, 85% de formes modérées et bénignes et 15% de formes sévères. Oui. Donc, pour ces 15% de formes sévères, il nécessite, l'hospitalisation. Et parmi les 15% de formes sévères, il y en a 5 qui vont aller en réanimation et qui nécessitent donc des lits de réanimation. Oui. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a fait défaut au départ en Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays en développement, on l'a vu. C'est la disponibilité des tests PCR, parce que je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé, dès le mois de décembre, avait dit il faut tester, tracer, isoler et traiter les malades. Donc on n'avait pas les tests au mois de mars, donc on ne pouvait pas isoler et identifier les malades. C'est ça. On savait également qu'on avait peu de lits de réanimation. Alors, à titre d'exemple, à Beni Messous, nous étions au mois de mars à 12 lits de réanimation. Nous sommes au mois de novembre encore à 12 lits de réanimation. Bah oui. Donc on voit bien que la problématique de la prise en charge du Covid, c'est de pouvoir hospitaliser les malades, les 15% qui ont besoin d'hospitalisation et d'oxygène, et prévoir des lits de réanimation pour les formes sévères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de lits de réanimation, d'hospitalisation pour pouvoir donner de l'oxygène et un traitement à ces formes sévères et prévoir des lits de réanimation pour les cas qui nécessiteraient de hospitalisation. Tout à fait. Il y a eu beaucoup, donc il y a eu cet élan de solidarité avec les associations, avec des chercheurs, avec donc des personnes qui ont prêté main forte à l'hôpital, à l'État carrément, pour apporter donc des masques de réanimation, etc., pour faciliter la tâche au personnel soignant. C'était une excellente chose. C'était vraiment formidable cet élan. Et remercier donc toutes ces personnes. De remercier le Croissant Rouge algérien, et notamment son présidente qui a fait un don. Et pas que, beaucoup d'associations et de personnes anonymes, qui étaient venues sur nos plateaux, qui ont fait un énorme travail. Alors est-ce que cela, ça n'a pas été donc pour booster un petit peu ces opérations, de renflouer un petit peu l'équipement médical, peut-être et se préparer à une deuxième vague? Dans une maladie, dans une pandémie comme la Covid-19, l'élan de solidarité doit être un élan de solidarité spontané et il a été, en ce qui concerne l'Algérie, de nombreuses institutions, laboratoires, etc. ont soutenu et c'est une excellente chose. Mais je veux parler aussi d'une autre solidarité qui est celle de ceux qui sont les laissés pour compte.
les gens qui sont dans la détresse, les gens qui sont dans le paupérisme économique, les gens, les retraités, les gens qui n'ont pas de profession, les commerçants qui ont dû fermer, les chauffeurs de taxi, qui n'ont pas pu travailler, etc. Et je crois que le ministère de la Solidarité doit vraiment mettre en place une espèce de téléthon en direction. Les Algériens sont solidaires et les Algériens sont généreux. Et je pense qu'un téléthon national en direction de ces populations serait nécessaire. Exactement. On va parler dans un moment de vaccins. On va parler donc de la disponibilité du vaccin au niveau mondial. On parle donc de ce premier trimestre 2021. On va beaucoup en parler. Mais aujourd'hui, on est bien sûr au scénario concret. Aujourd'hui, on est là encore à désinfecter. Il faut faire des opérations de désinfection. On va le voir tout de suite puisque la wilaya d'Alger a pris des mesures. On va le voir à travers ce reportage de Walid Yousfi, l'opération de désinfection dans les quartiers d'Alger. Regardez. Depuis quelques jours, des opérations de désinfection et de nettoyage des rues sont organisées à grande échelle sur le territoire national. C'est le cas notamment à Sidi Mohamed dans la capitale, où une vaste campagne de sensibilisation et de désinfection a été organisée par les autorités locales. Tant qu'il n'y a pas de remède contre cette maladie, il faut continuer à faire ce genre d'opération. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de se serrer la main et qui ne respectent pas les gestes barrières. Il faut changer cette mentalité. Les administrations sont aussi concernées par cette vaste campagne de désinfection. Le coup d'envoi des opérations a d'ailleurs été donné hier, des opérations de désinfection organisées en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables et le ministère de la Poste et des Télécommunications, avec la participation de la société civile. C'est la première d'une longue liste d'opérations de désinfection qui touchera aussi les centres et les administrations publiques. Je demande aux retraités et à tous de bien respecter les procédures mises en place et ce pour préserver leur santé. Même ambiance à Blida, une opération de désinfection a été organisée avec pour cible des quartiers, des établissements éducatifs et autres infrastructures publiques. C'est une opération de désinfection destinée à nettoyer et stériliser nos quartiers et différents établissements publics. Nous ne comptons pas arrêter ce genre d'opération. Nous allons poursuivre jusqu'à ce que ce virus disparaisse. À l'est du pays, à Ouled Rahmoun, une commune de la wilaya de Constantine, des campagnes de nettoyage et de désinfection sont lancées une fois la nuit tombée. Les autorités locales profitent du couvre-feu pour stériliser et désinfecter les quartiers et les établissements publics. Je tiens à préciser aux citoyens que ces opérations ne sont que des mesures préventives destinées à assurer la sécurité de tous. Ces campagnes de désinfection et de stérilisation se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Des campagnes qui resteraient vaines sans l'implication de tout un chacun et le respect des gestes barrières. Ce sont des opérations nécessaires aujourd'hui. On désinfecte un petit peu partout dans les locaux, en tout cas les services d'hygiène, et surtout la population a pris conscience qu'il était nécessaire de pouvoir se protéger de soi-même, n'est-ce pas? De nouveau, on s'aperçoit qu'il faut se laver les mains. Oui. Et ça, c'est la première chose qu'il faut faire d'ailleurs. Et si on se lavait les mains, eh bien, c'est vraiment un virus, le Covid-19, qui est un virus manuporté. On touche ses yeux, son visage 100 fois par jour. Et donc, si on touche une source d'infection, eh bien, c'est pour ça qu'il faut se laver plusieurs fois par jour. Permettez-moi de revenir sur un élément qui est passé sur les réseaux sociaux et pour lequel il faut absolument apporter un démenti extraordinaire. C'est celui du nombre de cas qui a été annoncé sur le réseau. Ça a affolé la toile. Oui, non, sur les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'un cas de Covid-19, c'est un cas qui est testé positif au PCR et pas un cas qui prend un antibiotique. Le fait de prendre un antibiotique n'est pas synonyme de cas de Covid-19. Le cas de Covid-19, je le répète encore une fois, c'est un malade qui a des signes, c'est un malade qui est positif à la PCR et c'est un malade qui a des signes radiologiques au scanner. Donc dire qu'il y a 20 000 cas de Covid dans la région d'Alger parce qu'ils prennent des antibiotiques, quand on sait que les pharmaciens donnent des antibiotiques sans ordonnance, c'est aller trop vite en besogne. Et je pense qu'il faut que nos scientifiques réfléchissent avant de donner des informations qui sont des informations qui vont affoler la population et qui ne sont pas exactes. Exactement. Alors on revient sur ces 15% donc, qui sont plus ou moins graves et donc il faut aussi s'inquiéter. Alors que dans des cas où on nous dit qu'il ne faut pas
aller à l'hôpital très très vite, etc. Il faut rester, se soigner chez soi, prendre donc les conseils donc de ces médecins. Et quelquefois, le patient a besoin d'oxygénation. À quel moment doit-on justement utiliser l'oxygène? Le malade, quand il a des signes de grippe, il doit avoir son médecin. Que ce soit le médecin privé ou que ce soit le médecin dans une structure de santé périphérique, dans une polyclinique, etc. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin traitant, ou là, vous allez voir votre médecin au niveau d'une polyclinique. C'est le médecin traitant et lui seul qui va dire si vous êtes dans une situation grave et quelles sont les explorations à faire. Si vous avez que des signes symptomatiques sans difficulté respiratoire, et vous faites très bien de poser la question, le signe qui nécessite l'évacuation à l'hôpital, c'est un malade qui a des difficultés respiratoires. C'est un malade qui exprime des difficultés respiratoires. Il doit absolument aller à l'hôpital, et à l'hôpital, on va vérifier par la saturation, par un petit appareil qui s'appelle le saturomètre. S'il est à 96%, c'est l'oxygénation du sang, eh bien, on est dans le traitement symptomatique et on le surveille. S'il a moins de 90% d'oxygénation dans le sang, c'est un malade qui nécessite une hospitalisation. Et au niveau de l'hôpital, on va faire le nécessaire, le bilan, la radio, le scanner, et le traiter, bien entendu, et le surveiller. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait même de l'automédication. On a ces petits appareils qui se vendent, on a aussi de l'oxygène qui se vend, et tout doit se faire. C'est la pire des situations que de laisser des citoyens se prendre en charge sur le plan de la santé tout seul, sans surveillance. Quand on est malade, on va voir son médecin. Et c'est le médecin qui a fait 7 ans d'études ou 10 ans d'études qui, lui, est capable de vous dire vous devez être hospitalisé ou vous devez simplement recevoir votre traitement au niveau de votre domicile. Voilà, c'est ce saturomètre. Absolument. 98. Alors, c'est quand vous avez plus de 94%, ne vous inquiétez pas, vous avez une très bonne oxygénation, vous avez une grippe ou vous avez un Covid forme bénigne, restez chez vous, prenez le traitement que vous a donné le médecin. Si vous avez moins de 90%, à ce moment-là, moins de 92%, à ce moment-là, allez vers une structure d'urgence et là, les médecins vont vous prendre en charge. Mais sinon, si vous avez 94 et au-dessus, soyez confinés, restez au repos, hydratez-vous, prenez des soupes chaudes, du Doliprane pour le mal de tête, bien entendu en contact direct avec votre médecin qui vous permettra bien entendu d'être évacué ou pas. Voilà, surtout pas d'automédication. Alors on va rappeler aussi l'actualité, c'est vrai qu'on parle beaucoup donc, de l'apparition de ces vaccins, ça a été donc l'aubaine pour tout le monde, c'est vrai que c'est la guerre donc, des laboratoires aujourd'hui qui vont être peut-être heureux d'apporter ce fameux vaccin donc, à la population du monde entier. C'est à prendre aussi avec précaution. Mais, bien sûr, vous êtes là pour nous en dire un peu plus. Alors, c'est un grand débat et je suis très attentivement ce dossier avec mon ami, le professeur Salah Meshri de l'Institut Pasteur de Paris, qui est un immunologue algérien et qui nous éclaire souvent sur ces problèmes-là. Alors, il y a 3 types de vaccins. Il y a le vaccin avec un virus atténué. Les Chinois l'ont déjà mis en place. C'est le virus d'un virus atténué. C'est le Sinovax et le Sinopharm qui est déjà utilisé dans un certain nombre de pays, en Chine bien entendu, et qui n'est pas dangereux parce que nous avons l'habitude de traiter et de fabriquer des vaccins à type de virus atténué. C'est le cas de la grippe saisonnière. Et il y a 2 autres vaccins qui sont les vaccins par ARN messager, c'est-à-dire on va fabriquer un ARN messager et l'introduire dans l'organisme, dans l'ADN de l'organisme humain. C'est-à-dire on va faire une copie de ce virus avec les fameuses piques sans pour autant être... Donc, absolument, et l'introduire dans l'ADN humain. Et là, on doit être extrêmement prudent. Alors, la petite histoire, c'est que ce vaccin n'a pas été découvert par Pfizer. Il a été découvert, tenez-vous bien, par deux Turcs, Ugur Shahin, qui travaille en Allemagne et qui a créé une société qui s'appelle BioNTech. Et c'est Pfizer, le laboratoire américain, qui a demandé à ces 2 chercheurs de s'allier avec Pfizer pour créer le vaccin ARN messager. Alors, j'attire votre attention que les laboratoires
sont en train de nous dire 90% d'efficacité, 92, oui. 94. Oui, oui. Bon, c'est celui qui lave plus blanc que blanc. Je vous rappelle l'histoire de Coluche, oui. Celui qui lave plus blanc que blanc. Donc, ce que je voudrais dire à nos autorités politiques et sanitaires, c'est que pour ce deuxième vaccin, il faut être extrêmement prudent parce qu'on va introduire l'ARN messager dans notre ADN. Et là, il faut être extrêmement prudent. Et le troisième, alors ceux qui font ce vaccin, c'est Pfizer, BioNTech et Moderna. Et il y a le troisième vaccin qui est un OGM. Donc c'est un recombinant. Alors celui-là est encore plus... moins dangereux et plus dangereux, parce que c'est un OGM. Il faut absolument être encore beaucoup plus prudent. Et là, c'est le laboratoire Pfizer, Johnson & Johnson. Les Chinois le font. Et également, c'est le fameux Sputnik 5. Ça touche à génétiquement modifié, c'est ça. Voilà. Donc, nos autorités, j'en suis sûr qu'ils vont le faire, doivent être extrêmement prudents dans le choix du vaccin qui va être donné à la population. Ils doivent s'entourer de tous les experts, virologues, épidémiologistes, immunologistes, qui doivent absolument prendre toutes les précautions pour nos concitoyens. Voilà, en tout cas, merci pour toutes ces informations. On rappelle aussi que le confinement a été aussi nécessaire dans certains cas, le port de masque aussi. On n'a pas pu tout dire aujourd'hui, mais en tout cas, toutes ces informations que vous avez apportées. Le dernier message, si vous me permettez, la population doit être extrêmement prudente. Elle doit être sereine et prudente et doit respecter scrupuleusement les mesures barrières, les 3 M. Je me lave les mains, je porte le masque, et je reste à 1 mètre de distance. Si on suit cela, on va s'en sortir. Merci beaucoup, Yatik Saha, professeur Douagui, et à très bientôt. Merci pour toutes ces informations. Et puis, on va rester dans cette optique surtout de protection. Et donc, il y a des initiatives et de belles initiatives. C'est un artisan qui a pensé justement à nous et à vous, bien sûr. Et pour justement pouvoir ouvrir les portes en toute sécurité, il a fabriqué une petite clé assez utile pour tout le monde. Regardez, c'est un artisan qu'a rencontré pour nous l'ami Ahmed Bouda. Chez les Hamitouche, la fonderie d'art est une histoire de famille. Zineddine, le fils, manie à la perfection les procédés de coulage, moulage et polissage. هما 3 étapes. L'étape الأولانية c'est المولاج، نموليو البياسة باش نخرجوا لومبرانت ديالها. ولا دوزيام étape c'est الكولاج اللي شفتي انه فرغنا نحاس داخل القوالب اللي درناهم. وليطاب الاخرانيه سي لا فينيسيون. لا فينيسيون سي اللي تيليك فيها خفاف برك هذا ما كان ماذا بيا نمد كاع واش عندي الميتي تاع بابا باسكو الميتي تاع بابا سي با تاع الجدود من ذاك العام قال كيما يقولوا كي يروحوا الوالدين تبقى صنعت اليدين. Après de nombreuses décennies consacrées au savoir ornemental, une actualité particulière rattrape le quotidien de cet artisan. Et ainsi survient l'idée de créer une clé anti-Covid-19. Une clé qui permet d'éviter tout contact de la main avec les surfaces et objets. Comment je vais contribuer مع الفليو هذا اللي صاري شفت في الانترنت لاك اون كلي انتي كورونا وين نشوفوا كورونا نشبكوا عليها شفتها فيها une réplique بالبليكسي ودرتها sur المارشي ما مشاتش هنايا في الجزائر ما حبيتش تمشي. Ouvrir une porte, sonner, retirer de l'argent d'un distributeur sont autant de gestes automatiques qui sont devenus, avec la Covid-19, redoutés et source d'angoisse. هي في الاخر خدموها بالحديد هي نو انا خدمتها بالنحاس ديجا النحاس حاجه ما تعيش فيها ديجا لي سيونتيفيك يقول لك سيتي انتي سيبتيك لي ميكروب ما يعيشوش في النحاس علاش يديروا لي باس بالنحاس كلش بالبرونز برونز ولا نحاس سي لا ميم انا خدمتها بالنحاس من كي تحطيها بالبورت كلي تاعك ما تخافيش ميم السرا انفيكتي بالفيروس ما يعيش فيها بزاف. Un objet malin du quotidien qui se rajoute à votre porte-clés ou sac pour plus de protection pour votre santé et celle de votre entourage.
C'est un effort de tous. En tout cas, bravo à nos artisans et surtout, belle découverte à travers donc, ce reportage. On rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Tout au long de cette émission, vous allez donc l'apercevoir, notre petit logo aussi. Eh bien, on l'accueille comme il se doit également. Notre invité, il s'agit de Ratiba Abadi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Marhaba bik. Aïchek, merci. Alors vous êtes là, vous êtes chef du bureau au niveau donc, de la Direction Générale des Forêts. Oui. Vous êtes là pour nous parler de cette belle opération qui va avoir lieu ce samedi. Une opération qui va débuter à partir de 9 h du matin, c'est cela. Oui. Reboisement sur tout le territoire national. Et avec la participation de tous les secteurs, Inch'Allah. Donc ça sera pour ce samedi 21/11/2020. Oui. C'est une journée nationale de reboisement qui est venue suite aux derniers incendies criminels qui se sont déclarés sur une dizaine de wilayas. Donc c'est une journée de sensibilisation et pour mobiliser les citoyens à faire face à ce genre d'actes criminels. Oui. Et pour dire qu'on est contre la destruction de notre patrimoine forestier et surtout qui ont touché la stabilité des citoyens qui vivent dans les... Exactement, il y a eu quand même 2 décès. 2 décès, dans la wilaya de Tibaza. Et prise de risque aussi de la protection civile, le corps donc, de la protection civile, qui ont été vraiment mis à l'épreuve. Ça a été très difficile pour eux d'aller vers les flammes et combattre ce feu. Justement, la lutte contre un incendie, c'est toujours un risque. Il y a beaucoup de risques, surtout quand c'est des grands incendies, avec les flammes, avec les courants d'air créés par les flammes. C'est toujours un grand risque pour les gens, la protection civile et les forestiers. Voilà. Et on rappelle que les criminels ont été arrêtés. On les a vus d'ailleurs à la télévision et on les a donc arrêtés. Chapeau à brigade de la protection civile, plutôt de la gendarmerie. Et franchement, quand il s'agit d'actes criminels, il faut frapper avec une main en fer. Exactement. Parce que ça devient... Voilà, c'est toute une bande organisée qui a été donc arrêtée et interceptée. Eh bien, on va parler donc de cette reconstruction en fait de nos forêts, parce que quand on parle donc de dégâts de feu, c'est vraiment des dégâts à long terme. Pour pouvoir reboiser, il faut attendre 2 ans, c'est ça, en général, pour voir les résultats. Donc, un incendie, quand on donne nous comme Direction Générale des Forêts, quand on donne des superficies, c'est les superficies parcourues par le feu. Par exemple, cette année, on a enregistré plus de 42 000 hectares de superficie parcourues par les feux. On attend le printemps pour voir s'il y a une remontée biologique naturelle. Voilà, spontanée. Voilà. Mais ce qu'on a remarqué, que ces dernières années, avec les vagues de sécheresse, avec la chaleur, etc., la remontée biologique naturelle n'est pas vraiment... rapide et efficace. Voilà. Donc, il faut l'intervention de l'homme. Voilà, l'intervention, donc la réhabilitation de ces espaces incendiés. La campagne de reboisement, donc, elle commence du mois d'octobre jusqu'à fin mars. C'est la campagne de reboisement. La journée de reboisement, ça, c'est une journée de sensibilisation. Donc, c'est pour le 21. On a préparé la Direction Générale des Forêts à travers les 48 conservations des forêts. Donc, on a prévu 250 000 plans. Maintenant, tout est prêt. Les sites, les potées, le matériel nécessaire et les plans, bien sûr. Voilà, c'est très beau en tout cas de pouvoir reboiser et ça va se faire dans des conditions aussi de protection, de Covid, de respect bien sûr, de la distanciation. C'est très important. Parce que l'objectif de la journée, c'est un objectif noble. Il ne faut pas le gâcher avec des actes de négligence. Donc il faut se présenter avec le masque. Ils vont trouver sur les sites, ils vont trouver les potées déjà préparées. Donc chacun il doit se mettre devant son poté. Et les agents forestiers vont lui ramener les plants, le matériel nécessaire, le petit matériel. Et chacun doit planter son plant tout seul. Donc ça dépend le nombre des citoyens, Là on voit avec les écoliers, oui. Voilà, c'est déjà, ça c'est parce que je vous ai dit déjà, la campagne de reboisement, elle commence au mois d'octobre. Donc c'est des images que vous avez rapportées, donc des premières opérations de reboisement dans certaines communes. Ça c'est
ça date les 2 jours passés, c'est tout. D'accord. Donc la wilaya de Chlef, la wilaya de... Donc je vous ai dit, donc, chacun doit planter son arbre tout seul. Bon, ça dépend le nombre de participants, donc s'il pourra planter plus qu'un arbre, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, c'est le charme de ce genre de campagne de plantation, c'est de planter son arbre et de le voir pousser plus tard. Exactement, voilà. De pouvoir le suivre. Alors, les différentes essences que vous avez choisies pour cette opération de reboisement? Ça dépend l'endroit, ça dépend le site. C'est en forêt, c'est des espèces forestiers. Si dans les écoles et dans les quartiers, c'est des espèces d'ornements. D'accord. D'ornements qui doivent être aussi résistantes quand même, pouvoir pousser aussi rapidement et bien. Pour ce point-là, j'invite les citoyens, ça dépend si c'est dans une école, il faut que les directeurs, après, ils doivent préparer par exemple des groupes pour les arroser. Surtout, pour le suivi. Pour le suivi, les arroser. Surtout pour les premiers temps. Oui. Si c'est les APC dans les quartiers, etc. Donc il faut prendre soin des choses en charge, bien sûr, par des spécialistes, des professionnels en la matière aussi, qui sont là pour veiller à ce que ça se passe bien. Et dans chaque APC, normalement, il y a des gens spécialisés dans le domaine. Mais pour les quartiers, arroser un arbre, c'est rien. Donc, rien il faut de temps en temps arroser son arbre. Exactement. Alors on va parler aussi, donc vous avez parlé de régénérescence spontanée dans des forêts. Quand il y a par exemple un incendie, il faut attendre quand même assez longtemps pour pouvoir faire un état des lieux? Oui, bien sûr. On intervient la 2e semaine. D'accord. La 2e année, pardon. D'accord. Donc on attend... Non, mais sur le cas, après un incendie, vous allez sur place, vous allez voir, constater, juste après quand même. Oui, évaluer la superficie, évaluer les dégâts. Après, c'est voir les dégâts réels, ça veut dire ce qui était calciné. Laisser le temps pour la régénération naturelle et prévoir assainissement s'il est nécessaire et prévoir bien sûr des plans et des campagnes de reboisement. En plus donc de ces opérations qui se déroulent sur tout le territoire, il y a une très belle vidéo où on les voit donc tous travailler, la pelle, la pioche, tout le monde s'y met pour pouvoir avoir son propre arbre. Oui, ils portent la bavette, c'est tant mieux. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Exactement. Et c'est une noble opération. Ah oui, c'est très important. Ça, c'est dans quelle région? Ça, c'est aussi une région assez aride, hein, peut-être. Et là, c'est des peupliers. Ça, c'est un peuplier, oui. Des ficus? Ficus, oui. Ouais. On sait bien. Et donc, ce sont donc des essences qui résistent bien, qu'on peut aussi planter, et c'est aussi des arbres qui vont durer assez longtemps en principe. Inch'Allah, oui. Comme un peuplier, ça sera un très grand arbre. Et ça fait plaisir. Hein. Ça nous manque vraiment dans nos quartiers, et en plus, les dégâts de la déforestation, c'est pas vraiment lisible. À court terme, mais les bienfaits de la forêt sont très nécessaires pour une vie, une bonne santé. Et harmonieuse. Ah oui, donc il faut s'y mettre. Oui. Et surtout la chaîne trophique de tous ceux qui vivent dans cette forêt, que ce soit les insectes, la strate aussi. Les champignons, tout ce qui... C'est très riche. Et surtout qu'en Algérie, les forêts algériennes, c'est des forêts très sensibles. Pas uniquement en l'Algérie, c'est la rive sud de la Méditerranée. Oui, les forêts sont très sensibles, c'est des écosystèmes très sensibles. Donc là, s'il y a par exemple la répétition de feux, on risque d'arriver à des situations irréversibles. Oui. C'est pas comme la rive nord, ils ont des incendies, mais ils ont une bonne régénérescence. Oui, parce naturelle. Que vu le sol, c'est des sols squelettiques. Les forêts, à 80%, c'est des forêts qui se trouvent en montagne. Ça veut dire donc dès qu'il y a un incendie, après les premières pluies, il y a ruissellement d'érosion. Oui. Le pauvre, oui, c'est ce petit animal, son habitat naturel, il a été fragilisé, ils vont devoir aussi se déplacer, ça va aussi fragiliser toute cette chaîne trophique, de nos animaux, donc de la nature.
Aussi, les forêts, c'est des éponges qui, par exemple, qui nous protègent des inondations. Dès qu'il y a des pluies, etc., il y a absorption. Voilà, il y a absorption. Mais dès qu'il y a des feux et dégradation des sols, il y a toujours les inondations, etc. Donc, il faut respecter la nature. Voilà, l'érosion, s'il n'y avait pas l'arbre, il y aurait énormément d'érosion d'ailleurs. D'érosion, des tempêtes de sable, la chaleur. Les dernières années, on voit très bien qu'on s'étouffe le mois d'été. Pas comme avant. Il n'y a pas cette... Alors, donc, vous faites aussi beaucoup d'opérations, surtout dans l'urbain. Alors, c'est très important d'apporter un petit endroit très oxygéné dans les jardins, les parcs. Vous travaillez sur cela aussi? Oui, on travaille en collaboration avec les APC, les écoles, etc., les associations surtout. Donc, on veut donner de meilleures conditions de vie pour nos enfants, les citoyens, la population. Vivre dans la verdure, c'est un luxe. Mais c'est facile à faire, voilà. Donc il faut s'y mettre, il faut la participation de tout le monde. Les forêts, c'est un gestionnaire, peut-être il va orienter, donner les idées, chapeauter, mais il faut la participation de tout le monde. Exactement, parce qu'il n'y a pas que les feux de forêt ou les pyromanes qui existent, hein. Il y a aussi donc les fameux criminels qui peuvent aussi faire des coupes illicites dans des forêts, et ça fragilise aussi. Oui, la dégradation, c'est vrai que les incendies, c'est le premier facteur de dégradation, mais aussi, il y a aussi, comme vous l'avez dit, les coupes illicites, il y a les mafias du liège, du charbon, beaucoup de choses. Justement, la journée du 21, c'est pour dire qu'on est contre les actes criminels, mais aussi contre les incendies qui sont déclarés par négligence. C'est ça. Dorénavant, il faut faire attention, il faut être vigilant. Vous allez dans les forêts, faites attention si vous faites un barbecue, vous vous protégez, essayez donc de protéger notre belle nature. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle, Ratiba Abadi, vous êtes chef de bureau au niveau de la Direction Générale des Forêts. Bon courage pour cette belle opération samedi. Soyez au rendez-vous également à partir de 9 h du matin au niveau de toutes les wilayas, bien sûr. Vous avez un point où vous allez faire planter votre propre arbre. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà, on arrive cette fois-ci à parler donc d'un hommage. On va rendre hommage à Mohamed Wadah qui nous a quittés malheureusement. Mais avant, je vous invite à suivre aussi ce reportage qui rappelle un petit peu toutes ces personnes qui ont travaillé à la télévision algérienne, ce noble métier à travers donc un reportage tout en photographie. Et avant, je vous laisse aussi en compagnie de notre sponsor officiel de Canal Algérie, de Bonjour d'Algérie, Coral Peinture. Une émission de télévision, un journal télévisé ou un reportage, de nombreuses personnes œuvrent pour façonner nos programmes préférés. À l'aube de l'indépendance, notre amour du métier nous a permis de relever le défi. Artistes de l'image et du son, journalistes, présentateurs, réalisateurs, décorateurs, programmateurs et monteurs, nous avons fait de notre mieux pour vous divertir, vous informer. On avait de la classe, mais surtout du talent. Que ceux qui sont morts, Rabbi yarhamhum, que ceux qui sont malades, Rabbi yishfihum. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour hisser haut le drapeau national sur notre télévision. Merci surtout de nous avoir transmis le métier. Nous sommes de grands réalisateurs, Mustafa Gribi, Mustafa Badir, Moussa Haddad, Jamel Fizzaz et Amar Tribesh. L'objectif, c'est notre passion. Nous sommes Youssef Sahraoui, Rachid Merabtine, Bou'lam Bouafia, Mohamed Wadah, Lataïsa Abdelrahman, Mohamed Baroudi. Je suis Saïd Amer, ou le passionné de l'image, avec Hamid Benchikha, Achishou Hamimi, Mohamed Bouchachia. Je suis Mohamed Wawa, Ben Deddouche, Sidjan, Motmati, Merabtine et Mehdawi.
Je suis Yassine Marsali et Bouhlem Belili. Moi, c'est Ben Smaïl Mohamed. Moi, c'est Kamel Mekisser et Berkouk Merzaq. Je suis la pluie et surtout le beau temps, Brahim Azzouz. Je suis Saadane Yakhlef et mon ami, c'est Ben Delali Rabah. La mémoire de la télévision, c'est moi, je suis Tabari. Moi, c'est le montage, je suis Ahmed Jabi. Et moi, je suis à l'origine du logo de la télévision, Mahieddine Banter. Nous sommes tous les enfants de la télévision algérienne. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. La Coral Peinture qui vous accompagne tout au long de notre émission et on l'invite comme il se doit, on le reçoit comme il se doit. C'est Abdelrahman Lataïssa, marhaba bik. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'être là, marhaba bik. Alors pour cet hommage surtout à Ktchuft dans le reportage, toutes ces personnes qui ont travaillé à la télé, on leur rend hommage, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Ils ont fait un travail formidable jusqu'ici. Pour le 28 octobre, Lamia d'être leur un reportage, rassembler quelques photos. Oui, d'ailleurs, avant de commencer, je dois remercier votre invitation. Oui, c'est le mec. Ça fait plaisir. Et je suis fier d'être là parce que je fais partie de l'ancienne école. Mohamed Wadah, Youssef Sahraoui, Zine, Ahmed Zine. C'est grâce à lui que j'ai pu ramener des photos. Des souvenirs, 75, 76. Oui. Il y avait des photos. Il était caméraman et photographe en même temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, par cette occasion, toute la famille donc, de la télévision algérienne, Canal Algérie, en notre nom, bien sûr, on présente toutes nos condoléances à la famille donc, de Wadah, bien sûr, qui nous a quittés. Son fils qui nous regarde, son fils qui nous a aussi envoyé de très belles photographies aussi. Son fils qui nous a donc aussi beaucoup aidé pour faire cet hommage également, lui qui est caméraman comme son père. Hein. Il a hérité donc de ce noble métier qui est un travail formidable. On va parler du père. Donc, Chérif, il a pris le relais. Voilà, Chérif a pris le relais, tout à fait. De son père. Exactement, et c'est un excellent cadreur également. Sur les traces de son père. Tout à fait. Alors, on va parler donc de ce métier, ce beau métier, et comment est-ce que vous avez connu Wadah? Wadah, c'est dans l'incendie. Parce qu'il était le cadreur de l'incendie, du film L'incendie, le feuilleton L'incendie. الحريق. Youssef, directeur de photo, Youssef الله يرحمه يرحمهم كامل على كل حال. كان تكنيسيان اسمه محمد بوصبع. محمد بوصبع, il est en retraite maintenant, il habite à Oran. حريق الله يرحمه, l'éclairagiste, le Jber الله يرحمه. Il y a pas mal de gens qui ont participé, des décrémaux. Il était régisseur dans le plateau. Et son fils est avec nous, cadreur aussi. Cadreur, Allah yabarak. Enfin, toute une équipe. Vous nous avez ramené de très belles photographies d'ailleurs, aussi, grâce aussi à notre ami Zine, qui est directeur photo. Zine, c'est marqué déjà, photo Zine. Voilà, photo Zine. Zine, c'est sur la droite, sur la gauche, Mohamed Wadah. Mohamed Wadah, qui a commencé très jeune lui aussi, avec lesquels c'est les premiers films qui ont été réalisés aussi avec Moustapha Badi. Les photos Moustapha Badi, des décréments, Dahbiya, la fille de Dahbiya, Mohamed Wadah sur le côté droit. Voilà, avec la casquette blanche. La casquette blanche et moi au milieu. Voilà. Moustapha Badi, Wardiya, on appelle Dahbiya. Wardiya. Voilà, c'est de bons souvenirs. Voilà, c'est l'araignée, c'est le tournage du film L'araignée. Mohamed Wadah. Toujours avec son chapeau blanc et bien sûr son appareil, parce que pour la cellule, pour mesurer la température de lumière. Dans le feuilleton, le suicide, Qassa Allah yarhamou, il est assis, la main dans sa bouche, Boualem Bouafia, debout, devant lui, Moustapha Badi. Et bien sûr, le chef décorateur.
Kassai, voilà. Au chef décorateur de l'incendie, Hassan Chafaï. Voilà. Et toute cette famille qui a travaillé pour les premiers films algériens qui ont aussi été marqués, hein, qui ont marqué le téléspectateur algérien. اليوم شكون ما يعرفش الحريق, شكون ما يعرفش la grande maison. On vous appelait le petit Omar, aussi, Omar, qui a bien grandi. Vous avez été aussi adopté par pratiquement tous les techniciens et Mustafa Badi qui vous a pris sous son aile. Mustafa Badi, il était le parrain. Le parrain, par rapport à moi. Oui. Il m'a appris, il m'a donné des consignes, il m'a orienté. Et vous avez adopté ce beau métier, vous êtes devenu un caméraman aussi très apprécié, très respecté à la télévision algérienne. C'est grâce à Mohamed Wadaha, la caméra. Parce qu'en 1973, j'ai commencé avec lui comme assistant. D'accord. Et on a travaillé ensemble. En 1974, on était ensemble en Égypte. On a fait le cinéma avec... on vous voit là. C'est l'araignée, le film de l'araignée. Zine, Boualem Bouafia, Boualem Blili, et moi, côté gauche. Voilà, vous étiez très jeune. Mohamed Wada, Rachid Ben Brahim, Ben Turki, Boualem Bouafia et Delmi. Delmi, c'est côté droite, devant lui Mohamed Wada. Là, c'est Wada dans... À la caméra. C'était quelqu'un de très exigeant aussi dans son travail, Mohamed Wada. L'une de ses dernières photos, c'est aussi des photos que son fils Shrif nous a envoyées. Voilà, on le voit. Et puis on va le voir aussi beaucoup avec son fils, travailler avec son fils, lui apprendre le métier, transmettre cet amour aussi de la caméra, de l'image. C'est très important. La caméra, quand on aime la caméra, on ne réclame pas, on travaille. C'est vrai. Vous en avez vu des images. Voilà, Shrif et son fils. Shrif Wadah, le fils, avec la casquette. Shrif et son fils. Voilà, et son père, et son père. Pourquoi pas, un jour, hein. Lui aussi, il va peut-être transmettre. Le barbu. Oui, au son. Au son, oui. Qu'on aime beaucoup. C'est un technicien, voilà, ingénieur de son. Exactement. Ce sont donc des bons souvenirs. Quand vous revoyez des photos comme ça avec toutes ces personnes qui ont fait partie de votre famille, hein, du travail, du métier. Ça ne revient pas, mais ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur parce que vous avez beaucoup travaillé ensemble, vous êtes partis sur des tournages extraordinaires. Haoulik, là aussi, toujours avec sa lunette, toujours avec son instrument. Mohamed Wada, Mustafa Badi, Ben Taki, et moi devant la caméra en tant qu'assistant. Exactement. Alors beaucoup, donc il a fait énormément de travaux, il est parti partout, il y a eu donc des reconnaissances, les personnes lui ont rendu hommage. Il y a même un texte aussi qui rend hommage. Et ça a beaucoup touché son fils, Shrif, qui nous avait envoyé ce texte en disant « C'est là où je me suis rendu compte que mon père était un grand cadreur, directeur photo. Hein. Voilà. Et il s'en est rendu compte parce que c'est vrai que, voilà, on va voir d'ailleurs l'écriteau où on lui a rendu hommage. Sur cet écriteau, c'est écrit Mohamed Wadah, c'est qui? Derrière ses initiales se dissimule un grand artiste du 7e art qui a son actif 120 films télévision. En qualité de directeur de la photographie, dont Kahla Oueda, Hassan Tairo Sevad, Les Portes du Silence, 3e acte, Carakallah d'or au 3e salon. Cet Algérien très sobre et très discret s'appelle Mohamed Wada. Voilà, Allah yarhamou. Ça, c'est un texte qui a beaucoup touché Shrif. Il a voulu nous le dire. Le texte, c'est de Mohamed Morad Agoun. D'accord. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est pour lui rendre hommage, justement, rendre hommage à toute une carrière auprès de ses techniciens, auprès de toutes ces personnes avec qui ces personnes qu'il a côtoyées, avec qui il a travaillé et a énormément donné pour le 7e art algérien. Et il a formé aussi. Il a formé, heureusement. Il m'a formé. Voilà, une très belle photo. Avec son fils. Son fils. Mohamed Wada et son fils. Shrif et son père. Voilà, que je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Alors Wada est sur les traces donc, de son père, Inch'Allah, lui aussi deviendra un directeur photo. Voilà, et pourquoi pas, lui qui nous a accompagnés à travers plusieurs reportages dans Bonjour d'Algérie, on le salue. Entre parenthèses, moi, je suis le fils de Mohamed Wada
professionnellement parlant, avant Cherif. Avant Cherif. Avant qu'il n'ait Cherif. Eh oui. Et puis vous l'avez... 64, 75, 76. On a travaillé ensemble depuis mon jeune âge. Exactement. Il m'a appris le métier. Ah oui, même le comportement, comment on parle avec les gens. Ouais. Il faut respecter les gens, il faut parler avec les gens gentiment, poliment, et laisser le temps passe. Parce que le temps, il ne freine pas le temps. C'est vrai. Mais vous restez toujours... Il laisse les traces. Alors aujourd'hui, vous êtes déjà à la retraite alors que vous êtes encore un beau jeune homme. Hein? Vous avez donc immortalisé l'image de Omar à travers ce feuilleton. L'Hariq et bien sûr Chafia Boudra. C'est grâce à Mustafa Badi. Toujours, je le dis, je n'ai pas. Oui. Faut pas nier. Exactement. ونسلموا على Chafia Boudra. نسلموا على Chafia Boudra avec plaisir. Qui a joué ce grand rôle avec vous, votre maman, Hariq. C'est grâce à elle, même elle m'a donné des conseils. Oui. Des conseils bien placés. On va vous revoir très jeune d'ailleurs à travers cet extrait. On y va à travers ce bel extrait. Voilà, l'innocence. Et il a joué, il a incarné parfaitement bien le rôle, Omar. Et en même temps, on vous rend hommage, vous aussi, à travers ces images et ces beaux souvenirs qui rassemblent toute la famille donc, du 7e art algérien, avec toutes ces personnes que vous avez côtoyées, que vous avez connues. Vous étiez tout jeune à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes grand-père, Allah Hiber. Alhamdoulilah, je suis un grand-père. Heureux papa de 6 filles, Allah Hiber, qu'il a toujours été. 5 filles. 5 filles. Ah, zet lek wahda. Mais en tout cas, un papa qui est heureux. Eh ben voilà, eh ben j'avais pas tort. Anaïs. Ouais. Et puis bon, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à ces métiers de télévision, métiers donc de cinéma auxquels vous avez donné toute votre vie hein, pour le cinéma. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Je suis fier, alhamdoulilah. Voilà, quand vous voyez qu'une personne comme ça part et quitte ce monde, c'est aussi une triste nouvelle. Ça fait une triste nouvelle et ça fait une pince dans le cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et aujourd'hui, de parler de lui au passé, c'est difficile de pouvoir évoquer difficile, son mais travail. C'est pas facile. C'est pas difficile, mais c'est pas facile parce que je l'ai côtoyé beaucoup. J'ai appris avec lui, c'est un père pour moi. Exactement. Il y a beaucoup de souvenirs, des souvenirs. C'est pas beaucoup, très beaucoup. Toute cette vie riche à travers ces moments, les photos, de très belles photographies. C'est Bouakaz, je suis devant lui. Oui. Et Mohamed Wadah, en privé, c'est un film. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le métier la prise de la caméra contre le champ. Contre le plongée. Contre le plongée. Voilà. Contre le champ, contre le plongée. Et puis on voit un petit peu tout cet énorme travail, ce métier aujourd'hui que vous avez aussi transmis à d'autres jeunes. Heureusement. Vous avez formé d'autres jeunes. Heureusement, alhamdoulilah. Heureusement, c'est avec plaisir. Ouais. Tout comme l'a fait Wadah pour vous. On ne va pas prendre le métier avec nous. On laisse le métier aux jeunes, la place aux jeunes. C'est la relève. Alors vous avez transmis tout ce qu'il vous a donné comme conseil, comme information? Il y a des jeunes, oui, il y a des jeunes. Je ne peux pas citer tous les noms, mais il y a des jeunes. Ça va, qui sont fiers de prendre la caméra. Et avec plaisir. Exactement. Voilà. Il faut aimer le métier. Alors encore une fois, il a travaillé très longtemps encore en tant que directeur photo, bien sûr, jusqu'au bout, parce qu'il était amoureux de son métier et parce qu'il aimait travailler. On aime le métier. Il faut aimer, sinon on ne peut pas réussir. Voilà. On est à l'aise dans le métier, on est fier. La reconnaissance est très importante, qu'on vous rende hommage, qu'on parle aussi de vous à chaque fois, même après la retraite. Heureusement, ça me fait très chaud au cœur, alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est l'essentiel de ne pas oublier les bons moments, ne pas oublier les traces des grands du cinéma, comme Wadah, comme Youssef Sahraoui, comme Mohamed Wadah, comme Mohamed Bosba, comme je le salue de... Tahar Ben Hannash aussi, qui était très ancien aussi. C'est le père des cinéastes algériens. Exactement. Chenderli, qui était les premiers. Tahar Hannash, il a travaillé sur le cinéma avec la Marseillaise. La caméra, elle fait marcher avec la Marseillaise. D'accord.
C'est très très ancien. C'était un des premiers. Un des premiers, c'est l'As arabe. Oui, oui. Et reconnu. Et reconnu mondialement. Mondialement, il avait donc toute cette identité. Il a laissé derrière lui Youssef Sahraoui, Mohamed. Il a formé à son tour. Il a formé Mohamed Wadah, Youssef Sahraoui, Sid Ahmed Sedjan, Hadi Ouchir, pas mal de... Il avait fait Les Plongeurs du désert, un des premiers films aussi de la télévision algérienne, c'était un très beau documentaire aussi. Il a bien travaillé. Voilà. Il a été le maître des cinéastes algériens. Exactement. Et ça a continué, cette lignée est arrivée jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour arriver à cette relève. Youssef Sahraoui, il a appelé la relève de Tahar Hannache. Il a bien donné pour les techniciens algériens. Exactement. Et quand on parle donc de techniciens, est-ce qu'il y a une différence entre technicien cinéma et technicien pour, par exemple, la télévision algérienne, la caméra? Enfin, il n'y a pas... le documentaire, il n'y a pas une différence. Reportage. Il n'y a pas une grande différence. Parce que cinéma, il faut mettre les grands moyens. Oui. La télévision, ça ne demande pas les grands moyens. Oui, le cinéma, c'est du lourd, comme on dit. C'est du lourd, bien sûr, c'est du lourd, heureusement. Un investissement financier, un investissement aussi humain. Aussi. Même la pellicule, en 16 et en 35 et en super, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes données. C'est tout à fait différent. Il y a le prix de la pellicule, ça change. Et la qualité est tout à fait autre aussi. Heureusement. C'est pas pareil. Mais même la qualité, quand on est un bon technicien, on travaille à la télévision ou au cinéma, c'est pareil. C'est presque les mêmes données. C'est ça Tout à fait. Et vous avez ensuite épousé ce métier donc, de technicien à la télévision algérienne. Vous avez fait des news, vous avez accompagné des journalistes sur le terrain. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur le terrain. J'ai commencé à la production et puis j'ai resté 18 ans et j'ai fait un transfert de l'information. J'ai travaillé avec l'ENG. En tant que caméraman, reporter, et j'ai bien travaillé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, on a pu rendre hommage à Mohamed Wadah, qui nous a quittés cette semaine. Nselmou ala sa famille, surtout son fils qui nous regarde, j'espère, ce matin. On le remercie encore une fois de nous avoir donné ces belles photos. Je salue ma soeur, ma soeur en France, en France, mes soeurs en France. Mes soeurs, c'est pas ma soeur, c'est mes soeurs. J'ai 3 soeurs. Merci beaucoup, Abdelrahman Lataïssa. Je rappelle que vous êtes aussi un technicien de la télévision. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci aussi de nous avoir ramené ces belles photos. Merci aussi à Zine de nous avoir prêté ces belles photos également. Eh bien, voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. On vous rappelle que cette émission a été aussi préparée donc, par toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et puis, avec notre sponsor officiel qui vous a accompagné, Coral Peinture. À demain, Inch'Allah, à partir de 9h du matin. Voilà, cette musique, le film L'Intiha. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés. Bonne fin de programme sur Canal Algérie. À très bientôt. Au revoir.